Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour à tous, bonjour Alice Barrois d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois dans Comme d'Archi. Merci à nouveau pour cette invitation. Je vous en prie. Vous êtes architecte, donc à la tête de l'agence Grimshaw France. Et d'ailleurs, vous êtes déjà venu au micro au début de cette saison 5 pour les numéros #23 et 24. Pouvez-vous nous rappeler les fondamentaux de Grimshaw et ensuite nous parler des sujets sportifs? Parce que nous enregistrons à la veille des Jeux Olympiques, donc on a envie de connaître votre point de vue, surtout que Grimshaw a quand même des références assez belles en matière de sport. Voilà, donc l'expertise ensuite de Grimshaw en la matière de l'équipement à la ville. Nous, la manière dont on conçoit les projets, que ce soit sportif ou pas d'ailleurs, parce que tous les projets s'abordent de la même manière, c'est avant tout une approche autour de l'utilisateur, autour de son fonctionnement. Donc une approche très rationnelle et très analytique du pourquoi ce projet, à quel endroit, dans quel lieu, et qu'est-ce que ce contexte va engendrer sur le projet en lui-même. Donc c'est avant tout une espèce de compréhension générale de l'ensemble des contraintes et travailler au plus proche de la maîtrise d'ouvrage et de l'ensemble des participants au projet, des parties prenantes, pour essayer de comprendre ce qui fait l'essence même et les spécificités même de ce projet-là. Donc sur un projet sportif, c'est le sport en lui-même, quels sont les enjeux, les techniques de ce sport qui fait de cet endroit aussi particulier, mais c'est surtout aussi l'accueil du public et d'en faire un lieu qui soit très ancré dans son territoire. Parce que les projets sportifs ont parfois cette tendance à devenir des objets un peu uniques et très décorrélés de leur contexte, et ce qui leur donne moins d'interaction avec leur environnement. Et il y a une richesse qui se crée quand ces projets-là viennent d'un seul coup s'ancrer dans leur territoire, au plus proche des communautés, parce qu'ils ne deviennent pas juste un lieu de célébration à un moment donné, ils deviennent un lieu qui fait partie de la communauté, qui fait partie du quotidien des gens. Donc c'est ça qui nous intéresse dans l'approche, dans tous nos projets sportifs, que ce soit d'un centre aquatique, d'une communauté, d'un quartier, ou que ce soit d'un grand stade, c'est d'en faire un vrai lieu qui participe dans le quotidien des gens. Et vous pouvez un peu parler de vos références? Un des beaux projets qu'on peut évoquer, c'est tout le travail qu'on a fourni pour le plan directeur de Wimbledon et principalement le cours numéro 1. C'est toute une réflexion sur l'accueil du public de ce territoire et d'un lieu de la ville qui reçoit à des moments donnés beaucoup de personnes à un moment précis et qui après va se vider. Donc de réussir à faire vivre le territoire dans ces deux moments, mais aussi de faire vivre ce territoire pour les sportifs qui s'entraînent au quotidien, c'est un vrai enjeu. Au-delà du moment de l'événement même, il y a aussi tout l'entraînement, tout ce qui se passe autour, les personnes qui travaillent autour, et ensuite le spectacle en lui-même, l'accueil du public, son fonctionnement, et toutes les contraintes qui s'y mettent autour. Donc c'est un projet de territoire, c'est un projet urbain, puis après c'est un projet technique sur le cours en lui-même, sur le détail de cette toiture qui vient protéger les terrains, qui vient accueillir le public, donc vraiment un travail de détail sur l'architecture en elle-même. Peut-être beaucoup de vie autour d'un vide, ou alors remplir le vide le plus possible. Dans un sens ou dans l'autre, les deux fonctionnent et les deux existent, puisqu'effectivement, c'est de remplir cet espace avec de la vie, en même temps, c'est de s'intégrer dans le territoire. Donc les deux approches fonctionnent en même temps. Et vous devez être des grands spécialistes de la pelouse alors? Ou alors vous travaillez avec des partenaires? Vous avez une référence de rugby? Oui, effectivement, on a le stade de Bath qui s'intègre dans un territoire assez différent, un territoire très historique, puisqu'on est vraiment au cœur du centre-ville de Bath, qui est une ville héritage UNESCO. Et donc ce projet-là, quand on parlait justement tout à l'heure de cette relation à la communauté, au territoire, elle est importante parce qu'au-delà du terrain en lui-même dans lequel se joue le match, il y a aussi tout ce qui se passe autour et toutes les fonctionnalités de ce que va apporter le stade dans la ville, d'accueil d'espaces de collectivité associatifs, de ce regard vers la ville et d'ouverture vers la ville qui permet l'accueil, mais qui permet le quotidien, en fait, de faire vivre ce bâtiment au quotidien et pas d'en faire un territoire vide en dehors de ça. Et c'est d'autant plus essentiel quand on est dans ces cœurs de ville et dans des centres aussi importants et aussi historiques.
Donc il y a une question de la matière, il y a une question de l'architecture qui doit s'adapter et qui doit répondre vraiment à cet environnement et qui doit surtout être la plus calme, la plus discrète possible pour s'intégrer dans ces horizons. Kirsten, qu'on vient d'interviewer en anglais, nous a partagé son regard sur la ville olympique et les changements de paradigme. Vous pouvez peut-être nous restituer un petit peu le point de vue de Grimshaw, en fait? Oui, effectivement, le point de vue de ces villes olympiques, c'est que ce point de vue évolue avec le temps et aujourd'hui s'inscrit beaucoup plus dans une démarche d'héritage, de savoir ce qu'on lègue demain. Et donc, c'est d'accueillir les JO à un moment donné, de célébrer ce sport et ce partage et cet effet collectif. Mais en même temps, ça pose aussi des questions. Chaque ville qui accueille les JO viennent se poser des questions aussi sur leurs grands enjeux urbains, sur cette grande question de mobilité, et vont y répondre de manière différente. Sur le Grand Paris, il y a un travail qui a été initié bien avant d'ailleurs les JO, sur le Grand Paris au sens large, avec notamment, pas entre autres, mais la Société des grands projets qui fait un travail sur la mobilité, qui est essentiel pour l'avenir, mais qui n'est pas forcément lié en soi que à cette question des JO, mais plutôt une question de lancer une démarche qui doit, sur 10, 20 ans, on parle vraiment de long terme. Et c'est vraiment de décorréler la question des Jeux Olympiques à un instant T, ce que ça va créer comme événement festif à l'instant T, et l'héritage, mais qu'on pourra être capable d'analyser d'ici 10, 20 ans, parce qu'il faut du temps à la ville ensuite pour se créer, pour créer ses mobilités et évoluer avec. Donc c'est engendrer une démarche qui doit se poursuivre et qui doit continuer à évoluer au cours des décennies à venir. Ouais. Ce qui a été fait là à Paris est assez incroyable d'ailleurs. Je pense au village des athlètes et sa phase héritage qui est ça va apporter beaucoup de logements dont nous avons besoin. Effectivement, ça apporte effectivement beaucoup de choses et il y a une réflexion qui est sur ces projets-là et sur d'autres d'ailleurs, et on le voit, les démarches qui sont engendrées par l'ensemble des maîtrises d'ouvrage aujourd'hui, d'avoir une réflexion plus forte sur la mise en place de solutions de réemploi, la solution de flexibilité, de changement d'usage de nos bâtiments. Et c'est quelque chose qui se reflète énormément dans l'approche de ce que Grimshaw et ce que nous faisons à l'agence. Puisque dès les débuts, dans les premiers projets de l'agence, il y avait déjà cette réflexion sur l'usage même des bâtiments, ce qu'on en fait, comment ils vivront dans 10, 20 ans, et comment on peut faire évoluer d'une usine à un bâtiment universitaire. C'était le cas, par exemple, pour l'usine Herman Miller à Bath, ou de le transformer en logement, en bureau. Donc cette diversité et cette capacité d'un bâtiment d'évoluer, elle est essentielle, et c'est très intéressant de voir que effectivement, au travers de grands projets, on arrive à se poser ces questions et les rendre concrètes, parce qu'il y a les belles idées, mais il y a aussi la concrétisation de ces choses. Mmh. Alors, vous avez aussi 2 très beaux centres aquatiques en Australie. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Surtout celui de Parramatta, je crois, qui est assez extraordinaire dans sa forme, dans sa fonctionnalité, en fait. C'est effectivement un très beau projet. Alors, il faut surtout remercier nos collègues australiens qui ont fait tout ce travail, qui pourront sûrement parler bien mieux que nous. L'intérêt de ce projet, surtout à Parramatta, c'est de s'intégrer dans un territoire naturel. Donc, il a une forme très simple, presque conceptuelle, d'un grand cerf dans lequel viennent s'insérer les bassins. Et c'est vraiment toute l'intégration de cette question de la nature. C'est un centre communautaire, donc c'est vraiment de donner quelque chose au quartier et de l'intégrer au mieux dans ce territoire naturel. Donc c'est vraiment ce compromis élégant et de simplicité, de laisser la fonctionnalité du bâtiment parler par elle-même pour en apporter les meilleurs usages au quartier. Quelques mots pour conclure? Oui, un point qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est la question de la transformation de l'existant, parce que beaucoup de ces projets s'intègrent comme dans un territoire ou parfois dans des bâtiments existants, et c'est un point qui est essentiel vers là où on doit aller en termes d'architecture, sur de la réhabilitation et sur la transformation de l'existant. Et des projets comme on l'a parlé Wimbledon, mais il y a aussi l'Arena qu'on fait à Bristol pour YTL, qui est la transformation d'un bâtiment existant. Et ce qui est essentiel dans ces projets-là, c'est de réutiliser ce qu'on a, même s'il n'est pas parfait, mais de l'adapter et trouver plein de solutions pour l'adapter. Et on le voit effectivement dans plein de beaux projets qui se font aujourd'hui. Cette capacité à être transformé, à évoluer. Et c'est quelque chose pour nous à l'agence qui est essentiel, de trouver ces manières de transformer l'existant et de le faire évoluer au cours des années. Pour accueillir cette question du buzz, cette question de l'accueil du loisir, de la festivité, puisque c'est aussi ça la question du sport, c'est la question du côté festif du sport qu'on retrouve autour des événements, et donc de ces bâtiments qui ne doivent pas juste être orientés autour d'un usage festif, d'un usage sportif, mais de pouvoir accueillir plusieurs usages et de pouvoir le faire dans des contextes existants variés.
Donc vous avez, depuis quelques mois, engrangé de nouveaux sujets ? Alors effectivement, on a en juillet de l'année dernière été lauréat de la Gare de la Défense sur la ligne 15 Ouest auprès d'un groupement qui s'appelle Intensité 15, qui est porté par Vinci Grand Projet, avec de nombreux acteurs, ingénierie et de confrères architectes, et dont nous avons publié effectivement récemment les premières images de l'émergence de la future Gare de la Défense, ligne 15. Bah, bravo. Merci. Sacré projet. Encore un. Merci beaucoup Kirsten Lise d'être venue de Londres pour partager votre expertise, et merci beaucoup Alice d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Alice Ogheb qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.